Vice-président, de Rennes Métropole en charge, des mobilités, et des transports et à ce titre, je préside aussi, la société publique locale, Trajectoire qui, a, été, le bras armé de la métropole, pour, la construction, de, nos, 2 lignes, de métro et puis, avant d'être élu, j'ai un passé, si je puis le dire, de militant écologiste, même si, je le suis évidemment, toujours aujourd'hui et le mandat que j'occupe aujourd'hui, sur les mobilités, je l'occupe, depuis 2020, mais je suis élu depuis, 2014 et entre 2014 et 2020, j'étais vice-président de la métropole, mais cette fois-ci en charge de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'on vit actuellement, c'est certainement n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un certain nombre de scientifiques aujourd'hui qui, commencent à parler, d'anthropocène, comme, étant, peut-être, une ère géologique, nouvelle marquée, justement par, l'humanité. Donc, a priori, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu, par, le passé. Avec effectivement, ce défi, immense qui est que, en tant qu'espèce, humaine, faisant partie effectivement, aussi du monde animal et naturel, aujourd'hui on a, un mode de vie qui fait qu'on extrait énormément, d'énergie, fossile, que l'on brûle et que sa combustion a des conséquences, sur une échelle, planétaire et a priori ça n'est jamais arrivé, par, le passé que, une espèce, biologique, ait cet impact-là sur, son milieu de vie, en tout cas, sur, notre terre. Donc c'est, un temps qui est difficile à décrire parce qu'on a assez peu de comparatifs par rapport à ce que, l'on vit, aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que, on est déjà depuis, un siècle à peu près, dans un temps, de bouleversement, que nous ne maîtrisons pas, et qui vont s'accélérer, au moins pour, le siècle, à venir et puis, certainement, quoi qu'il arrive, ce que l'on vit aujourd'hui, on le retrouvera dans des marqueurs, géologiques, notamment pendant des milliers, voire, des millions d'années, sur notre Terre, si encore il y a des personnes derrière qui sont capables de faire ces analyses-là, ce qui est pas gagné. Par contre, là où on a des éléments, de comparaison, c'est sur, la chute drastique, de, la biodiversité qui est liée là aussi à la pression que l'humanité, met sur, les écosystèmes, dans lesquels elle vit et qui est accentuée, par, aussi le dérèglement, climatique donc lié, à la combustion, des énergies fossiles et là aussi on voit que, on est dans des temps pour le coup qui s'apparentent à ce qu'on a pu connaître, il y a 65 millions d'années avec la disparition, des dinosaures, ce qui est certainement ce qu'on connaît mieux parce qu'on l'étudie, à l'école. On est clairement dans un temps qui s'apparente à celui-là. Donc on est dans une évaluation, une évaluation des températures à l'échelle planétaire qui, elle, n'a pas d'équivalent, mais par contre, les conséquences, c'est qu'on a une chute de la biodiversité qui, elle, a des équivalences et quand on regarde un petit peu, ce qu'on connaît, pour le coup, de ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années, on a un petit peu de quoi s'inquiéter sur notre avenir. Une fois que j'ai dit ça, le génie humain, c'est d'avoir, su systématiquement au cours de son histoire, mettre en place, des solutions pour, s'adapter. On est une espèce, qui a une capacité d'adaptation qui est assez incroyable, qui est certainement parmi, les plus marquées des autres espèces, auxquelles, on pourrait, se comparer. Et quelque part, ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas une fatalité, c'est nous qui le provoquons. Donc c'est aussi nous qui, avons, les solutions pour, l'atténuer, l'arrêter et peut-être même le réparer. Voilà, donc je pense que c'est ce temps-là dans lequel, on est aujourd'hui, donc c'est des moments que moi je trouve, à la fois extrêmement, angoissants, parce qu'encore une fois, on est dans des projections, d'avenir qui sont très incertaines avec, énormément, d'inconnus et en même temps aussi très enthousiasmantes parce que j'ai la conviction que dès lors que,
Je pense qu'aujourd'hui la prise de conscience, elle est là, mais qu'elle n'est pas encore transformée en acte, mais que dès lors qu'on sera en capacité de la transformer en acte, ça ouvre énormément, de perspectives de travail, d'avenir et cetera qui, peuvent être, parfaitement, enthousiasmantes. Donc j'ai envie de dire qu'on est, dans un temps où l'humanité se situe un petit peu au milieu du gué et peut-être pour la première fois, de toute son histoire, elle doit faire, des choix, radicaux à une échelle qui est une échelle planétaire. Voilà. Donc c'est un moment inédit, dans l'histoire de notre humanité et quelque part, ça va juger aussi un petit peu de sa capacité, à se préserver et à s'adapter à la situation. Je pense que ce slogan, «On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance», il est, évidemment, plus que jamais, d'actualité. En fait, il renvoie à la question de, est-ce que notre développement économique est toujours porteur, de, progrès social, de progrès dans le bonheur humain. Je crois que c'est ça la vraie question et pour le coup, c'est le propre, des écologistes et de l'écologie politique, d'avoir et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est souvent, conspué et caricaturé, mais d'avoir, porté ce questionnement de, est-ce que le progrès économique et technologique est toujours, moteur de progrès humain? Voilà, c'est je pense que ce slogan-là, il porte cette question. Alors c'est des choses qu'on retrouve aussi, beaucoup dans le mouvement libertaire, dans une moindre mesure, chez, les socialistes du 19e siècle, en tout cas les socialistes utopiques, parce que pour le coup, les marxistes, eux, se posaient, beaucoup moins la question et c'est d'ailleurs, des éléments de différence, de débat idéologique entre ces différents courants de pensée qu'on retrouve aujourd'hui, dans le débat, politique, notamment dans le débat politique, entre, les mouvements de gauche, en France, mais c'est des choses qu'on retrouve évidemment, dans tous les débats politiques à l'échelle européenne, voire même internationale. Donc, ce slogan, il est éminemment porteur de sens, d'autant plus que, et ça c'est plutôt la sociologie qui nous l'enseigne, que on a pu voir sur les pays occidentaux une forme de corrélation entre le taux de croissance économique et le niveau, de bonheur ou de bien-être, humain. Voilà, puisque c'est des choses qu'on mesure, même si c'est évidemment toujours des indicateurs qui sont, extrêmement contestables, et discutables sur leur construction, mais ils ont le mérite, d'exister. Sauf que depuis, une trentaine d'années maintenant, on assiste à une décorrélation entre, ces 2 indicateurs-là. Ce qui démontre bien que le taux de croissance, en tant que tel n'est pas forcément, synonyme et vecteur, d'amélioration des conditions de vie, des personnes qui vivent dans les pays, concernés. À l'inverse, la décroissance ne crée pas non plus, plus de bonheur humain, pour autant. C'est-à-dire que les 2 fonctionnent, dans les 2 sens. En fait, il y a pas de corrélation, entre développement économique et bonheur. Voilà, c'est je pense que cette conclusion-là, c'est pas moi qui la tire. Encore une fois, c'est le travail scientifique, même si on parle là de sciences sociales. Et donc le sujet, pour nous, maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un développement économique qui soit d'abord vecteur, de bonheur humain et ce que nous enseigne là aussi, la sociologie, c'est qu'en fait, il l'est dès lors qu'il permet d'améliorer l'égalité entre les citoyens, notamment l'égalité des chances et aussi la justice. Voilà, c'est donc ça, c'est des enseignements qu'on connaît depuis, des décennies, maintenant, qu'il serait bon, peut-être un jour, d'appliquer dans des politiques publiques, de façon plus forte. Et le deuxième enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que taux de croissance et augmentation des émissions de gaz à effet de serre soient aussi décorrélés, que ces courbes se décorrèlent. Aujourd'hui, c'est un processus qui est en cours en Europe. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il reste à réussir, à le faire, à une échelle mondiale, désormais. Mais on voit en tout cas que, on a peut-être, les outils, technologiques aujourd'hui, qui, nous permettent de décorréler, le taux de croissance et le taux d'émission,
des gaz à effet de serre. Donc, pour en revenir à votre question, oui, ce slogan, il fait plus que jamais, sens et pour moi, ce qui doit nous animer, dans le développement de nos politiques publiques, quelles que soient les échelles, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait du développement? Parce que je suis pour le développement, parce que le développement, ça peut être du développement social, ça peut être du développement humain, ça peut être, plein de choses et je suis pour, le développement économique parce que pour avoir vu, des régions, des territoires ou même des États, qui connaissent des décroissances économiques, c'est pas des choses que j'envie et que j'ai envie de voir apparaître, dans mon pays. Mais pour autant, j'ai la conviction que le développement économique en soi, n'est pas, quelque chose d'ultime à aller rechercher. Il est intéressant, dès lors qu'il est pourvoyeur, encore une fois, de mieux-être, de plus d'égalité, de plus de justice et qui permet aussi, d'être protecteur et réparateur de notre environnement. Alors, sobriété et bonheur, est-ce compatible? Pour moi, c'est une question un petit peu différente quand même de la question, enfin, de la question précédente. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle, décroissance est très différent de ce qu'on appelle sobriété. Quand on parle du terme décroissance, c'est un terme qui a été, inventé, par des économistes, français en l'occurrence, et qui a toujours été, vendu ou défendu par ces mêmes, économistes comme étant un mot obus, pour faire réagir, mais en aucun cas, comme pouvant être un projet politique, même si, par ailleurs ensuite, il y a des militants politiques qui ont pu s'en saisir pour, essayer de le théoriser, comme, pouvant être décliné en politique publique. Voilà. Mais, il faut remettre ce terme-là, dans le contexte de son apparition. Aujourd'hui, il est plutôt utilisé plutôt par des gens qui sont opposants aux théories écologistes pour venir caricaturer ce qu'est l'écologie. Et quand on parle du terme de décroissance, on parle bien de décroissance du PIB. Donc encore une fois, on se situe bien dans le champ de l'économie et dans une critique de ce qu'est l'indicateur produit intérieur brut. Et là, pour le coup, ça renvoie à ce que j'ai pu dire dans la question précédente. Cet indicateur est un indicateur de développement économique, mais c'est un parmi d'autres et il n'est pas l'alpha et l'oméga, de ce qu'est un développement économique et par ailleurs, il intègre parfois des externalités positives au développement économique, mais aussi très souvent des externalités, négatives puisque, typiquement, on c'est des exemples qu'on prend souvent, mais une marée noire, ça crée du PIB, un accident industriel, ça crée du PIB, un accident nucléaire, ça crée du PIB, les des maladies, type cancer, leur traitement crée du PIB et cetera. Donc on voit bien, on connaît, toutes, les limites de cet indicateur-là. Et le terme décroissance, il venait justement, encore une fois, quelque part, enfin, encore une fois, c'est un mot au but qui vient pour porter une critique vis-à-vis de cet indicateur et de dire il y a d'autres indicateurs qui nous permettent de mesurer la réalité d'un développement et ce développement, il doit aussi prendre en compte, encore une fois, les éléments d'égalité, de bien-être humain, de justice, etc., qui sont primordiaux dans le développement des sociétés humaines. Donc de fait, si on considère que, la croissance du PIB en soi, n'est pas forcément vecteur, de bonheur, bah, de fait, la décroissance de ce même PIB, n'est pas forcément vecteur de bonheur, mais elle n'est pas forcément vectrice de mal-être non plus. Enfin voilà, donc encore une fois, pour moi, ce sont des choses qui sont assez décorrélées. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, quand on regarde les régions, les territoires ou les pays qui ont pu connaître, des croissances, du PIB assez rapides, souvent, ça s'accompagne, quand même, aussi d'une forme de décroissance, des services publics, de décroissance, du bonheur humain. Donc c'est pour ça, encore une fois, que pour moi la décroissance en soi n'est pas un projet politique. Ce qui est important, c'est, de considérer le PIB pour ce qu'il est et pas pour autre chose, et de réussir à faire en sorte qu'il y ait une décorrélation, des niveaux de croissance, du PIB et de l'impact environnemental des économies. Voilà, c'est vraiment ça pour moi le sujet. Et de fait, pour décorréler taux de croissance et dégradation de notre environnement, là, la sobriété, pour le coup, est un élément de réponse. La sobriété, c'est comment est-ce que
on arrive à faire de l'efficacité énergétique, notamment sur, nos outils de production, aussi à nos échelles, individuelles, à l'échelle, de nos administrations. C'est comment, est-ce que, on, considère que, on n'a pas forcément à chercher le toujours plus d'accumulation de biens, mais que au contraire, c'est peut-être le plus d'égalité, plus de justice, plus de services publics, plus d'éducation, qui sont pas des biens matériels, mais qui participent de fait, à la cohésion, sociale et donc au, bonheur humain. C'est ça la sobriété. Voilà, et ça, moi, pour le coup, je la défends et je la porte, y compris comme un élément, de, projet, politique et d'ailleurs, malheureusement dans un contexte toujours, de crise puisque c'est avec, l'agression, poutinienne, de, l'Ukraine que, et l'explosion des coûts de l'énergie qu'on a connue, que quelque part il y a eu, alors c'est pas la première fois que ça existe en Europe et en France, hein, parce que dans les années 70 avec les chocs pétroliers, on a pu voir apparaître ce type de politique-là, mais en tout cas une politique organisée de sobriété, et énergétique et qui a fait ses preuves en moins d'un an. Enfin, moi, je vois à l'échelle de ma collectivité, on fait 15 de gains d'énergie sans aucune contraction, du service public, sauf peut-être sur, nos piscines où on a réduit un petit peu, la température et là, effectivement, ça s'est vu par les usagers. Mais sinon, on n'a pas eu à contracter, notre action ni nos services et pourtant on fait moins 15. Ça, c'est une politique de sobriété et ça, oui, clairement, c'est la première des solutions par rapport aux enjeux, de dérèglement climatique, qu'on doit affronter. Alors pour moi déjà, c'est des notions qui sont liées, de fait. Ce qu'on entend par résilience, là aussi, c'est intéressant, de voir, les liens étroits entre, le travail scientifique, notamment des biologistes et comment finalement, les termes de la biologie commencent à infuser, aujourd'hui l'action publique, et les discours politiques sans d'ailleurs parfois qu'un certain nombre de politiques en aient pleinement conscience et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup dans l'écologie politique, c'est que c'est une des rares, théories, politiques qui vient de la science. Voilà. Malgré encore une fois que ces théories-là et ces militants soient largement caricaturés comme étant, de gentils, fadas, au mieux, voire, de dangereux écoterroristes, au pire, la réalité quand même, c'est que les théories d'écologie politique, elles sont élaborées, par, des gens qui sont issus, des domaines scientifiques, en particulier de la biologie et que cette histoire-là, elle perdure aujourd'hui dans l'élaboration de ces théories-là. Une fois que j'ai dit ça, c'est pour expliquer en fait ce qui est de mon point de vue le terme résilience, mais en fait, je suis au plus près de sa définition, lexicale si je puis le dire. La résilience, c'est la capacité d'un écosystème à venir, réagir, et répondre à une modification, soit externe, soit interne de cet écosystème-là. Voilà. Typiquement, l'exemple que, l'on peut prendre pour, l'expliquer aux enfants, c'est, la flaque d'eau de mer dans les rochers à marée basse, si vous venez jouer dedans, vous créez une perturbation de cet écosystème et sa résilience, c'est comment est-ce qu'il va réussir à s'adapter à cette perturbation qui est faite par le fait que l'enfant il vient prendre de l'eau dedans ou au contraire le remplir de sable. Enfin voilà. Et on sait la capacité des écosystèmes naturels à faire preuve de résilience. Voire parfois, on est même extrêmement surpris, de la rapidité et de cette résilience-là et de sa force. Un exemple, qui moi me marque énormément et qui marque aussi, les scientifiques aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur la région de Tchernobyl où, malgré un accident, nucléaire, majeur, on a vu en quelques années seulement, du fait aussi du retrait, des habitations humaines de ce secteur-là, une nature, reprendre, ses droits à une vitesse, incroyable et avec, des populations, de mammifères qui semblent finalement être, assez peu impactées parce qu'ils n'ont pas des durées de vie aussi longues que ce que nous, on peut avoir, en tant qu'être humain, assez peu impactés par le niveau de radioactivité. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Moi qui suis breton, on a vu aussi, après, des marées noires, comme l'Erika, les écosystèmes aussi être capables, d'y résister, de s'adapter. C'est des choses qui sont, quand même extrêmement encourageantes, pour l'avenir si je puis le dire, même si, pour autant,
on voit bien que, moins on impacte et moins on modifie ces écosystèmes et plus ils ont aussi une capacité, de réaction et donc ça pousse, évidemment, à être, le plus, protecteur, possible de ces écosystèmes et je disais que résilience et intelligence collective étaient, liées, c'est parce que là aussi c'est un enseignement, de la biologie. C'est que, là où certains économistes, ont théorisé, la concurrence, libre et non faussée et le fait que, ce qui était vecteur de développement, en l'occurrence de développement économique, mais par extrapolation de développement humain, parce que c'est comme ça que les libéraux, pensent, quand même, les choses et historiquement et encore aujourd'hui, que, ce développement il était, permis, par la compétition, des acteurs, de marché. Voilà, c'est même des économistes comme Modigliani qui, explique par A plus B que, y compris les inégalités sociales, sont vecteurs de croissance économique parce que l'ouvrier, il va vouloir la même voiture que celui qui est plus riche que lui, en l'occurrence le cadre supérieur, et que du coup, ça l'oblige à vouloir plus travailler, gagner plus d'argent, acheter une voiture plus grosse, et donc ça fait tourner la machine économique comme ça. La réalité de la biologie nous démontre l'exact inverse, c'est-à-dire que oui, à l'état naturel, si je puis le dire, il y a bien une compétition entre espèces par le fait qu'on doit s'alimenter et la chaîne alimentaire est bien effectivement une forme de compétition entre espèces qui est pas forcément très drôle à vivre pour les espèces concernées par ailleurs et qu'il vaut mieux être au-dessus, tout en haut de la chaîne alimentaire que tout en bas. Là-dessus, on est d'accord, mais que pour autant, ce qui est dominant dans la réalité du fonctionnement des écosystèmes, c'est la coopération entre les espèces. Et ça, ces choses-là, finalement, la science, elle a mis peut-être un peu plus de temps à réussir à les démontrer, parce que c'est des choses qu'on voit apparaître dans les travaux scientifiques seulement depuis quelques décennies, maintenant. Mais pour moi, c'est un élément, qui est primordial et de fait, la résilience des écosystèmes, elle existe parce qu'il y a de l'intelligence collective et qu'il y a de la coopération. Voilà et ça, ce que nous apprend la biologie là-dessus, de mon point de vue, est tout à fait transposable à nos sociétés humaines. Nous serons résilients si nous savons mieux et plus coopérer. Alors, qu'est-ce qui rend attachant la fonction d'élu et plus largement, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage pour défendre des idées? Je crois que c'est, un petit peu ça la question qui est posée en creux parce que moi, j'ai toujours eu la conviction que, on peut, faire avancer les choses en étant élu d'une collectivité, territoriale. En tout cas, c'est le choix que moi j'ai fait. Mais on peut le faire aussi, en étant engagé, dans le monde associatif, dans le monde syndical, en tant qu'entrepreneur, aussi, évidemment. Il y a une multiple façon, de faire avancer ses idées et quelque part, de se mettre au service, de l'intérêt général. Puisque, pour le coup, ce qui est intrinsèque à la fonction d'élu, c'est qu'on détient une part, de l'intérêt collectif et de l'intérêt général, d'un territoire et moi, c'est ça qui m'anime, c'est qu'à la fois, je suis quelqu'un de politisé, c'est-à-dire que j'ai une vision qui est la mienne, même si elle est partagée par un collectif, mais elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, qui est de ce qu'il faut mener à l'échelle du territoire qui est le mien, pour que la population, y vive mieux et qu'on s'y sente bien et qu'il se développe correctement et cetera et que donc moi, c'est ça mon moteur avec, je suis né à Rennes, j'y ai toujours vécu, donc j'ai cet attachement aussi au territoire et mon engagement politique, il est très lié à la fois à l'écologie, mais aussi à ce territoire qui est celui, de Rennes et de Rennes Métropole et puis un petit peu au-delà, de la Bretagne. Donc moi, c'est encore une fois, c'est ça mon moteur, après, pourquoi est-ce qu'on le fait? J'ai vraiment aucune réponse à ces questions. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Pour autant, j'ai toujours dit aussi que j'avais pas forcément vocation à faire ça toute ma vie, hein, parce que, vous me posez la question aussi, peut-être, du côté plus compliqué, des fonctions. Oui, il y a un côté, compliqué aussi à ces fonctions-là qui est, à la fois le poids des responsabilités, que l'on peut avoir, l'exposition aussi,
médiatique que l'on peut avoir, qui est pas toujours, simple à vivre, même si, à mon échelle, elle reste assez modeste, si on se compare à des gens qui, peuvent avoir des ministères, par exemple, ou des gens qui ont des responsabilités nationales. Ceci dit, moi, c'est compliqué de me promener dans la rue le dimanche avec, mes enfants sans croiser quelqu'un que je connais. Donc, ça et à l'échelle, d'un village, plus petit, le maire, il sait très bien qu'une fois qu'il est maire, il l'est, 24/24, 7 jours sur 7 tant qu'il est, sur son village. Donc là aussi, il y a pas forcément d'échelle où, pour connaître ça. Et puis, bah, c'est vrai qu'on est dans des fonctions où, en fait, à la fois, quand on arrive à faire avancer, le projet politique et à apporter des services à la population et qu'on a des retours positifs de la population, bah, c'est, hyper motivant, hyper moteur et on a envie de s'y mettre encore plus et de continuer. Mais la réalité, c'est que aussi on gère beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, on n'est pas toujours remercié pour, cette, gestion-là. Et ça, c'est parfois, un petit peu, difficile, à vivre. Et puis, vous l'évoquiez un petit peu, en creux, mais, on est aussi dans un contexte, alors qui est pas nouveau, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on voit ces choses apparaître et s'amplifier, où, le citoyen est de plus en plus, dans une posture, de consommateur plus que de citoyen, de consommateur du service public plus que de citoyen acteur du service public. Et donc il a les exigences, du consommateur. Donc il faut, répondre vite, répondre bien, alors quelque part, c'est une bonne chose parce que ça nous oblige aussi à développer un service public qui soit toujours plus, qualitatif. Mais parfois cette exigence, elle peut se transformer, en mécontentement, en agressivité, en mots, durs vis-à-vis, tant des fonctionnaires du service public, que des élus. Et puis, pour ce qui est des élus, on est aussi dans un temps, politique, qui a tendance à se durcir, avec, un débat, de fond, qui est moins un débat de fond peut-être que ce qu'il n'a pu être, par le passé, beaucoup plus marqué par, le buzz du réseau social, que par véritablement, le, débat d'idées. Et puis on voit monter, un extrémisme. Moi, je suis, très inquiet, de l'extrémisme de droite, pour le coup, avec, la montée, constante depuis 20 ans, du fascisme, et en tant qu'élu, moi, à titre personnel, j'ai été confronté à des attaques, assez fortes, de groupes, d'extrême droite, qui commencent à réapparaître, y compris en Bretagne, là où pourtant on était, encore une région très préservée, de ça. Et donc, ce durcissement, du débat politique, à la fois, je pense qu'il nous fait perdre un temps, précieux, mais qu'en même temps, il est, humainement et personnellement, très difficile à vivre. Et c'est d'ailleurs, une des explications, mais pas la seule, au fait que, il y a un petit peu, une baisse des vocations aujourd'hui dans les élus locaux. Mais encore une fois, moi j'ai la conviction que c'est absolument pas une fatalité parce que, par ailleurs, le niveau de volonté d'engagement dans la population, il demeure, similaire. Donc, la question c'est, est-ce que je m'engage dans une asso ou est-ce que je deviens élu? Ouh là là, élu, ça a l'air quand même compliqué, je vais peut-être plutôt aller dans une asso. Donc il faut qu'on arrive à faire en sorte aussi, de rendre attractif cette fonction d'élu parce que, elle est magnifique en vrai. Enfin, moi j'y suis, j'ai l'impression effectivement, de, participer, à la transformation, de ces, territoires. J'ai la conviction que ça permet, d'accompagner et d'aider, globalement la population. En tout cas, je pense que le projet politique évidemment que l'on porte, il permet cela et que c'est, utile et nécessaire et que c'est le jour où cela disparaît ou s'atténue, que l'on se rend compte à quel point c'est précieux. Parce que, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi, des concitoyens et dans une moindre mesure une classe politique qui a tendance à oublier, en quoi l'intensité, du niveau, de nos services publics est garant aussi de la cohésion sociale et de la cohésion, de notre pays. Et que, j'alerte sur le fait que certains, mettent à mal progressivement cela et que ça a des conséquences qui sont lourdes. Et je suis pas sûr que tous nos concitoyens aient pleinement conscience de cela aujourd'hui. Donc comment je vois évoluer la fonction, d'élu, local, aujourd'hui? Moi je partage, les interrogations,
qui émane d'autres collègues et que vous, me rapportez sur, le fait qu'on est plutôt, dans une trajectoire de perte de capacité, à faire et d'autonomie des élus locaux et que ce phénomène-là, il est intrinsèque à un État, là aussi c'est pas un sujet nouveau, français qui est extrêmement centralisé avec, pour le coup, l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a créé, de mon point de vue, encore une nouvelle ère sur ce plan-là. C'est-à-dire que non seulement on a consolidé, l'État central, mais en plus on a encore plus présidentialisé le fonctionnement de l'État central. Et avec une méconnaissance de la part, du président de la République, de ses conseillers et de sa majorité, de ce qu'est la réalité d'une collectivité territoriale. Quand je dis ça, c'est évidemment une critique clairement, mais elle a une explication, ceci dit, c'est que pour la première fois, on a un président et une génération, de députés qui est arrivé au pouvoir sans même avoir eu à exercer pendant plusieurs années, des responsabilités locales. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République avant, où le processus classique, c'est, je suis maire, d'une petite commune, conseiller départemental, puis je deviens député, puis à un moment ministre et cetera. Ce qui n'était pas forcément un parcours, qui était, très, intéressant non plus parce que pour le coup, le temps que la personne arrive, à un ministère, elle avait le temps d'acquérir de l'expérience et une connaissance, du territoire et de comment fonctionne une collectivité, mais elle avait aussi eu le temps d'être un petit peu déformée politiquement par ce parcours-là. Donc c'est encore une fois, il y a la recherche de l'équilibre, sur ce sujet-là, elle est pas simple et je prétends pas avoir, une bonne réponse. Moi, j'avais vu, le fait que, des profils comme Emmanuel Macron puissent accéder rapidement au pouvoir comme quelque chose de, a priori, plutôt positif, parce que le fait qu'un citoyen puisse exercer, des responsabilités, qu'elles soient locales ou nationales, c'est bien le propre de la démocratie. Pour autant, je fais le constat aujourd'hui que le gros défaut, de ça, c'est que, pour le coup, il y a une construction politique, idéologique de la majorité depuis 2017 qui est peu solide et ou alors c'est quelque chose d'assumé le en même temps, mais moi j'y vois plutôt quelque chose, qui fait qu'il y a une forme de délitement d'un socle idéologique, des gouvernements, successifs, aujourd'hui et surtout, encore une fois, cette méconnaissance des territoires qui fait que les élus locaux, et c'est encore plus marqué aujourd'hui que par le passé, se sentent, même humiliés. Je pense que le terme est fort, mais qui, l'est juste par la façon dont fonctionne le pouvoir central à leur égard. Voilà. On a des rapports aujourd'hui, avec, les administrations d'État qu'on n'a jamais connus par le passé. Avec une sorte de rouleau compresseur qui ne se préoccupe même pas, de, ce que peut penser ou dire, l'élu local. Et on parlait du covid, tout à l'heure, on l'a vécu assez fortement à ce moment-là, où on s'est retrouvé quelque part avec les petites mains de la mise en place, de politiques, de sécurité sanitaire, alors qui se faisaient dans l'urgence, hein, donc le fait qu'il y ait des choses qui soient un petit peu descendantes, ça ne me choque pas dans ces moments-là. Mais pour autant, une incapacité à l'inverse du pouvoir central à prendre en compte ce qui remontait, du terrain à l'époque et je pense que finalement dans le mal-être que vivent les élus aujourd'hui, la première des causes, elle est celle-là quoi. Sur, c'est quoi moi demain si je prends des responsabilités, ma capacité à faire et à développer mon libre arbitre dans mes fonctions. Donc, donc ça, c'est un point qui est extrêmement déterminant et pour l'améliorer, là, c'est aussi l'écologiste, fervent défenseur, d'une décentralisation, drastique, qui vous parle, c'est que ça passera effectivement par une réforme, puissante, de nos institutions, pour avoir demain un État, français qui s'appuie d'abord sur les territoires et leur autonomie, avant de s'appuyer, sur, ce qui se passe à Paris et ce qui redescend, vers, les régions. Voilà, mais ça, c'est un débat, français qui date de la Révolution française, donc on va peut-être pas le régler, demain, mais ceci dit, j'ai la conviction que si on ne fait pas ce mouvement-là, la perte d'évocation des élus locaux, elle va perdurer. Par ailleurs, puisqu'on parlait, des enjeux aussi, immenses de dérèglement, climatique qui sont les nôtres, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est, les rapports, du GIEC, c'est que 75 des solutions, au, dérèglement climatique à l'échelle internationale, elles, sont l'apanage, des compétences des territoires et que c'est en s'appuyant plus sur les territoires qu'on fait aussi mieux, cette, nécessaire, transition, écologique. Donc il serait temps à un moment ou à un autre qu'en France, on entende ça.
parle, là pour le coup, d'un monde dans lequel, le citoyen est capable de se projeter sur un avenir. C'est un monde en fait où, justement le citoyen a capacité à être maître, de son destin et à la construction de son avenir. Encore une fois, le bonheur, individuel et humain, il est beaucoup plus dans, le fait, que, tout à chacun avons, la maîtrise, de notre destin et un horizon, où on se dit: «Tiens, ce sera mieux demain que, aujourd'hui et j'ai envie de participer à ça». C'est ça qui motive, aujourd'hui les humains et qui crée du bonheur, et et de fait, on sait, en tant que société humaine, aussi, créer ou pas, les conditions de ça. C'est des choix d'organisation, de, de société et donc pour moi le point de départ et c'est pour ça que, je lis, énormément, les sujets de transition, écologique aux sujets de démocratie et de ce que les Américains appellent l'empowerment. Mais, c'est comment est-ce qu'effectivement on a, des citoyens qui, ont, l'éducation, et les marges de manœuvre nécessaires, pour, encore une fois décider, collectivement, de ce qu'ils feront, demain. Là où aujourd'hui, dans, les pays occidentaux, aussi peut-être parce qu'on est dans des phases, de vieillissement, rapide, de la population, je sais pas, mais en tout cas, on voit, une population, y compris, chez les jeunes, qui se dit que, l'avenir sera plus sombre que, le présent et que en plus, de cela, ils sont dans un monde où ils n'ont pas, capacité à changer ça. Et ça crée, de la désespérance malgré que, on soit encore, dans un temps où on n'a jamais, accumulé autant de richesses, que, jamais dans toute, l'histoire, de l'humanité et que la situation, du développement économique, en France et en Europe, et de nos conditions de vie, matérielles, n'a jamais été aussi fort. Voilà, donc j le fait, j'en reviens un petit peu à vos questions, du début, mais le moment qu'on vit, il est aussi bien la démonstration que, il peut y avoir du développement économique, de l'accumulation de richesses, tout en ayant, une population, qui estime qu'elle est moins heureuse, aujourd'hui que ce qu'elle n'a été hier et qu'elle sera moins heureuse, demain que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Parce qu'en fait, elle a le sentiment de ne plus avoir prise, sur son avenir et qu'elle ne pourra pas le changer en mieux. Voilà et ça crée, une forme de désespoir et de désespérance qui est par, effet, en chaîne, peut amener à une forme de repli sur soi et de discours, où on va utiliser l'argument de la souveraineté pour en fait, faire, du nationalisme, avec tout ce que ça peut, comporter, comme, dérive. Voilà donc je pense qu'effectivement on peut être aujourd'hui, dans ce moment-là et c'est cela qu'il faut, réussir à inverser pour, redonner justement, des perspectives, d'espérance et ça va passer, par le fait de redonner, de la capacité à faire, aux citoyens. OK. Alors vous me permettrez 2 livres éventuellement, parce que c'est les il y en a un que j'ai terminé, mais l'autre, je suis encore, en cours. Il y en a un que j'ai lu en me disant: «Bon, je vais peut-être y retrouver, dedans des raisons, d'espérer et que, non, tout, n'est pas perdu», qui est un bouquin, d'Antoine, Bueno, donc qui est un ancien conseiller, sénateur, plutôt classé, à droite, donc pas forcément dans ma ligne politique à moi, mais c'est justement ça qui est aussi, intéressant, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, «L'effondrement, n'aura pas lieu», en mettant, entre parenthèses, «n'aura probablement, pas lieu», le probablement étant, entre parenthèses. Et du coup, je l'ai trouvé intéressant parce que justement, il essaye de venir, en fait, il vient porter un débat contradictoire par rapport aux théories, dites de la collapsologie aujourd'hui, qui expliquent que oui, l'effondrement du monde va arriver, mais qu'on est capable quand même de s'y adapter et de rebondir, sur ça. Lui, il dit: «Non, cet effondrement-là, n'arrivera pas». Le problème, c'est que
il y a plein d'éléments super intéressants, dans son bouquin où il vient rechercher, justement, par l'histoire, ce pourquoi on doit être capable effectivement, de trouver des solutions, et de s'adapter. Le problème, c'est que sa conclusion, pour le coup, est, très technoscientique, enfin technosciences, calée sur la technoscience et de fait, finalement, sa conclusion m'a m'a plutôt remis un petit peu d'angoisse en me disant, «Non, non, ça va pas marcher comme ça». C'est-à-dire que je suis convaincu que les solutions technologiques seront une partie de la solution et qu'elles sont, nécessaires. On ne fait pas d'énergie, renouvelable aujourd'hui, sans, avoir pu avancer ces 20 dernières années sur les solutions de production d'énergie renouvelable. Donc il n'y a pas de sujet de mon point de vue là-dessus, mais elles sont, un bout de la solution et certainement pas le point de départ, de la solution. Mais ceci dit, son bouquin est quand même intéressant à lire, même si je suis, très critique sur, sa conclusion. Et puis il y en a un autre alors qui est, issu, d'un auteur, qui est considéré, beaucoup plus comme, radical. Alors je pense que certains, parleraient d'écoterrorisme, mais qui est, quelqu'un qui est passionnant, aussi, qui s'appelle, Andreas Malm qui est un Scandinave et qui est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle, «L'anthropocène contre l'histoire», pour le coup qui est un bouquin qui est intéressant parce que, il fait justement ce lien entre, les théories du capitalisme qui se sont appliquées au développement économique, depuis, 2 siècles maintenant, partout dans le monde et la combustion massive d'énergie fossile. C'est-à-dire que lui considère effectivement qu'il y a un lien intrinsèque entre, capitalisme, colonisation et utilisation, des fossiles, en premier lieu du charbon. Voilà et donc son bouquin est passionnant là-dessus, parce que, il part en fait de toute la colonisation, britannique et de comment est-ce qu'elle a utilisé la vapeur et les populations locales pour produire son développement économique. Là où pour autant, à l'exemple de l'Inde ou de l'Indonésie, les gisements de charbon, ils étaient connus par les populations locales depuis des siècles et des siècles, sans pour autant que jamais ils les utilisaient de cette façon-là. Voilà. Et donc pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça et pas autrement? Et il l'explique. Et donc c'est passionnant. Voilà, donc je me permettais ces 2 bouquins-là et après, vous me demandiez un film, alors, je vais être, peut-être un peu moins original, mais je trouve que, sur les sujets qu'on a abordés là, pendant notre échange, il y a un film, qui vise hyper juste dans la façon dont comment se construit le déni, climatique, qui est Don't Look Up. Voilà, enfin clairement il est incroyable de ce point de vue-là, en plus, d'être drôle aussi, à voir, mais je trouve que, il vise hyper juste sur, la façon, dont, soit volontairement, soit parfois de façon inconsciente, nos sociétés humaines, cherchent tous les moyens de, se protéger et d'amenuiser la catastrophe qui, est en train de se produire, devant leurs yeux, simplement parce que, pour la grande majorité de la population, parce que c'est par instinct de survie, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on est obligé de se prémunir et de se dire, «Non, ça va pas forcément être aussi pire que ça», parce que sinon on ne vit plus. Et puis, par ailleurs, il y a clairement pour un certain nombre de secteurs économiques et de représentants, politiques, un discours qui est construit sciemment, dans des intérêts, qui pour le coup, sont pas ceux de l'intérêt général. Et de ce point de vue-là, le film Don't Look Up, il vise, hyper juste et pour moi, c'est vraiment, le truc à voir, pour mieux comprendre aussi, le temps dans lequel on est aujourd'hui.